y a un an, je découvrais dans un guide d'herboristerie que 2 plantes faisaient du bleu, le pastel et l'indigo. Le pastel constitue le patrimoine historique du sud-ouest de la France. Mais il peut venir de plus loin. Du Maroc, par exemple, où il pousse comme une mauvaise herbe. Et justement, après quelques recherches, je découvre qu'il existe une ville toute bleue dans le Rif. C'est Chefchaouen. Le voyage commence ici, je pars à la quête du bleu. À l'ombre du Rif, la ville bleue est celle des chats et des artistes. Ses murs vibrent d'une palette unique en son genre. Si le pastel prolifère au Maroc, sa culture a néanmoins été négligée. Comme ici, à Chefchaouen, où on l'a boudé au profit du hashish. بين سكان مدينة شفشاون راه اللون الأزرق هو راه أساسي في المدينة. بالنسبة لنا اللون الأزرق والعلاقة ديالو بالثقافة اليهودية، إذا مشينا نشوفوا يعني غنرجعوا للتاريخ واحد شوية، راه ما كانتش شي حاجة اسمها يعني الراية ديال اليهود، يعني اللون الأزرق داخل على الشاون غير مؤخرا، ولكن ما عنده حتى شي علاقة بالثقافة اليهودية ولا اليهود. كما قلنا قبيله بيس التسامح، لون البحار، لون الطبيعة، لون يعني فيما مشيتي اللون الأزرق راه كاين في القلوب ديالنا. شفشاون مدينة الشعراء بجدارها كلون السماء وزوايا وأضرحة الأولياء أرض الأجداد والآباء في سكون وشجون وضياء وشلال رأس الماء. Lorsque vous posez la question aux habitants, ils vous répondent que le bleu vient des montagnes. Pourtant, plus aucun pigment naturel n'est présent à Chefchaouen aujourd'hui. Tous les bleus sont synthétiques. On se dispute l'histoire également, car dans les faits, la couleur bleue ne s'est répandue qu'il y a une 30aine d'années. D'abord usée dans les quartiers juifs comme couleur sacrée, elle a investi tous les murs face à l'admiration des touristes, stimulant ainsi l'économie de la ville. Si Chefchaouen fascine, ce n'est finalement pas ici que l'on trouvera de l'indigo. Les tuiles et du sable. Comme ça. Ça, c'est très ancien, tout ça. Mon voyage continue en France, où un retour aux modes de fer ancestraux semble se cultiver. Arthur et Romane Langlin montent leur marque de vêtements en lin naturel de la région. Aujourd'hui, ils reçoivent Michel Garcia. Michel était maçon avant de devenir le professeur de tous les courageux qui se lancent dans la teinture végétale. À la vue d'une plante, il peut vous donner toutes les recettes des pigments ou des encres qui en découlent. Une mauvaise plante, c'est une plante qu'on ne sait pas utiliser. Alors, je me définis comme fabricant de couleurs. Je suis inscrit à la Chambre des métiers comme fabricant de pigments, colorants, couleurs et vernis. Le monde a changé. On n'en est plus à promouvoir des pratiques laborieuses, longues, dispendieuses et fatigantes. Aujourd'hui, donc, j'essaye de faciliter la vie des usagers de la couleur et aussi d'accompagner des projets. Aujourd'hui, c'est très très difficile de rester dans les catégories anciennes où on pouvait dire, alors d'un côté, on a le lin, la laine, le coton et la soie, ça c'est naturel.
Après, tu as le pur synthétique ou le pur artificiel. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu gommées. Ce qu'on demanderait, c'est qu'elles soient bien faites, c'est-à-dire que ce ne soit pas une production ultra polluante qui se fait au détriment des populations pauvres, parce que tout ça est beaucoup délocalisé. Et donc, on peut polluer sans vergogne chez les pauvres parce qu'ils ne se plaignent pas, parce qu'on leur donne du travail. Enfin, les critères ne sont plus du tout les critères naturels ou pas naturels. Bonsoir madame, bienvenue à l'atelier de teinture, Comment il s'appelle? Il n'y a pas de nom l'atelier. Maison Langlin. Tu mets dans le nichet. Ça, c'est l'indigo, c'est-à-dire c'est l'extrait qui a été des plantes qui ont été cultivées en Provence. Tu aurais 1 kilo de chaud. Ouais. Et alors, On met pas le fructose d'abord? si, mais d'accord, mais il faudrait préparer 1 kilo de chaud. Tu vois, sans effort, on peut bouger 200 litres d'eau avec le petit doigt, tu vois, parce qu'on fait un tourbillon en fait, c'est-à-dire que c'est un système d'entraînement. Ah, si la chaux est neuve, ça doit aller. Pas grave. Et normalement, une bonne cuve bien forte, elle devrait être chapeautée par une belle mousse bleue. Ça ira. On va juste tester en sachant qu'on n'est pas à 100% opératif, mais quand même, déjà, on aura un beau résultat. Alors, premier trempage relativement rapide. Donc, ça sort jaune-vert. Ça bleuit à l'air progressivement. Hein. On voit, ça passe au vert plus bleuté. Tout ça. Dès que c'est bleu, on pourra faire un deuxième trempage, puis un troisième. Et voilà, notre cuve, elle est partie. Je dirais que c'est pas exagéré de dire qu'il y a entre 2 et 5 000 personnes qui touchent à la couleur végétale en France. Donc là-dedans, il y a sûrement des pédagogues, des éducateurs, des instructeurs, quelques amateurs passionnés. Et en fait, moi, je crois encore qu'il faut plutôt être exigeant pour faire travailler, pour faire avancer la législation, plutôt que se réfugier dans un label comme dans un monde parallèle, un monde de Babs qui boycotte le monde pour vivre des ascédiques, par exemple. Celui qui démarre la couleur végétale, il ne rend pas toujours compte qu'il va falloir qu'il s'intègre dans une filière. C'est-à-dire, il a besoin d'agriculteurs, il a besoin de transformateurs, il a besoin donc de gens en amont et en aval, bien sûr. Et donc, il commence à petite échelle, donc il se dit, il n'y a pas assez de boulot ou il n'y a pas assez d'argent pour toute une filière, donc je vais assumer toute cette filière moi-même. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le contraire, il faudrait qu'on soigne notre concurrence. Mais la peur ou l'angoisse des lendemains ou l'incertitude fait qu'on a l'impression qu'il faut taper à bras raccourcis sur le collègue pour avoir une espèce de monopole de la situation. Or, c'est le contraire. Oui, bonjour, David Saint-Andreux, teinturier. Vous m'avez contacté par mail ce matin concernant un documentaire. Alors voilà, vous pouvez me recontacter. Au XVe siècle, Lautrec est devenue la petite reine du pastel. L'industrie textile y a proliféré jusqu'à la crise des années 90. Si aujourd'hui de nombreuses bâtisses et usines sont laissées à l'abandon, à l'époque,
le commerce du pastel était tellement fructueux que l'indigo, moins coûteux, a été strictement interdit. David est en visite chez Françoise Caraïol, à qui il compte enseigner ses techniques basées sur des méthodes médiévales. Il y a du pastel qui revient là, tout, il va fleurir d'ailleurs. Tiens, il y en a un pied là, après ça se recèle comme ça. Il fleurit là. Eh ouais, Je là, il disais monte. à Camille, je vais voir si je lui trouve un petit pot de terre pour qu'elle se prenne un pied de pastel. Ah, mais il faut qu'elle prenne un pied qui s'est ressemé là, un jeune. Voilà. Celui-là là. Oui. Il y en a bien par là, il doit y en avoir là. La technique de David diffère, car il utilise la fermentation de l'indigo au profit de la cuve au fructose. L'odeur en est beaucoup plus forte et le bleu plus profond. 100 grammes de pâte pigmentaire persicaire. Oui, j'avoue, c'est un autre niveau. David est un puriste de tradition, mais aussi de la qualité. Il ne croit qu'en ce qu'on appelle les grands teints. Entendez donc les couleurs qui résistent le plus à l'air et à l'eau. L'enseignement de Michel Garcia, qui préconise toutes les plantes alentours, est donc pour lui une utopie, si l'on veut un jour arriver à remplacer nos industries polluantes par la teinture végétale. Des concurrences se font sentir dans le milieu, entre profit et combat écologique. Mais la possibilité de changer les choses se dessine tout de même lors de mon séjour à Lautrec. Ce soir, je dors chez David, à 1 heure de route. On nous dit de ne jamais monter dans la voiture d'un inconnu, mais je ne regretterai jamais d'être montée dans le camion de celui qu'on appelle l'homme bleu. Car dans sa petite maison, au pied de la montagne noire, le lien avec le Maroc prend tout son sens, me laissant penser que finalement, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et savoir-faire, effectivement, ils ont totalement disparu au Maroc. Et ce qui est embêtant, embêtant pas forcément, mais c'est que c'est nous qu'on les a ici. On retrouve les recettes, on les retrouve ces traditions, il suffit de les mettre en œuvre. Il y a une volonté politique aussi. Le problème, c'est qu'il faut que ces politiques ils comprennent que tout ça, ça a un coût, il y a un investissement énorme au départ à mettre un projet comme ça en route. Non, mais c'est un investissement à long terme. C'est nos enfants qui vont vous remercier d'avoir fait ça, quoi. Tu vois, c'est pas pour nous, c'est un investissement à très long terme, c'est un investissement pour les générations futures. L'Inde et le Maroc sont 2 pays où se fabrique la majorité des vêtements des Européens. Si leurs techniques ancestrales se sont oubliées à travers le synthétique, ils en gardent les ressources premières et nous les savoirs. Peut-être la réponse est-elle là ? Un monde éco-conscient est-il possible, même à travers l'industrie ? Il faudrait peut-être se poser la question. Après tout, les 30 Glorieuses sont bien loin, et notre terre s'épuise, abeille par abeille, sol par sol.